D'abord, je vais vous tous inviter de mettre vos microphones en mute pour éviter le bruit de fond pendant les présentations. Et pour les questions, je vous invite à les écrire dans l'application, dans la fonction chat de l'application. On va les tous noter et après les 3 présentations, je propose que je sélectionne 3 questions, une pour chaque intervenant, pour répondre. Les autres questions, on invite les intervenants à les répondre par email après cette webinaire. Donc, on va les tout collectionner, partager avec les intervenants et donc donner un retour aux personnes qui ont posé la question. Voilà. Docteur Adama Faye, the floor is yours. Allez-y avec votre présentation. Je vais aussi donc inviter chaque intervenant de brièvement se présenter pendant 1 minute avant la présentation. Bonjour tout le monde. Moi, je m'appelle Adama Faye. Je suis expert scientifique à Climate Analytics et j'ai participé au PASPENA, le projet PASPENA, notamment au Sénégal, où j'étais chargé de faire une partie de l'étude de vulnérabilité qui est liée au secteur agriculture. Donc, j'ai participé dans ce processus-là et c'est suite à cette participation que je fais cette présentation aujourd'hui. Voilà, je vais commencer ma présentation. D'abord, je remercie tous ceux qui suivent cette série de webinaires depuis le début. Et j'ai le grand plaisir aujourd'hui de partager avec vous ce thème, sur ce thème de la vulnérabilité dans le cadre du module 1 sur les méthodes et approches d'analyse au changement climatique. Donc, je vais vous faire une présentation aussi concernant la conceptualisation théorique de la vulnérabilité et l'approche chaîne d'impact qui est utilisée dans le projet PASPENA. Donc, je ne sais pas, on peut passer à la slide 2, c'est ça? Donc, sur la présentation, je commence d'abord par... Allô? Ça va? Allô, allô? Nous sommes tous là et on t'écoute, Adama. D'accord. Pour la présentation, est-ce que vous le projetez ou moi je peux suivre ma présentation? On va projeter pour toi. On va projeter pour toi. D'accord, parce que je ne vois pas s'afficher. Voilà, je vais continuer. Donc, sur la slide 2, je commence d'abord par une slide d'introduction par rapport au changement climatique, à la variabilité et au changement climatique. Et ce que je fais ressortir ici, c'est qu'on se pose toujours la question pourquoi le climat actuel est bizarre au niveau mondial. On le voit actuellement avec la récurrence d'événements climatiques extrêmes tels que les sécheresses, les inondations, les vagues de chaleur. Et donc, il faut savoir que ce climat-là qu'on observe est la résultante de plusieurs facteurs, dont l'évaluation ou bien, comment je peux le dire, les fluctuations naturelles qui sont liées au climat, donc le climat fluctue naturellement, mais également les effets liés directement ou indirectement aux actions anthropiques. Et donc, le dernier rapport du GIEC montre bien les conséquences attendues
sur les pays du Sud, particulièrement l'Afrique de l'Ouest, et l'urgence qui fait que les dirigeants au niveau mondial ou des grands industriels de la planète doivent changer de paradigme pour contenir vraiment la hausse des températures qu'on observe et les variations liées aux précipitations. Donc, sur ma slide 2, le concept de vulnérabilité au changement climatique nous permet aujourd'hui de mieux cerner les relations de cause à effet à l'origine du changement climatique et son impact sur les personnes, sur les secteurs économiques tels que l'agriculture, la pêche ou bien les secteurs socio-écologiques. Donc, mais il faut savoir que la définition du terme de vulnérabilité va au-delà d'une simple question de linguistique, car elle revêt des implications importantes dans le choix des méthodologies et aussi des outils ainsi que les résultats des évaluations qui sont faites. Donc, mais ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a un consensus qui s'est dégagé sur le fait que la vulnérabilité est liée à un emplacement et à un contexte spécifique. Comme je le montre ici sur ma slide 2, l'image que vous avez sur la représentation des pays les plus touchés par les changements climatiques, et dans ce contexte de changement climatique et ces différents pays qui sont touchés. Donc, mais il faut savoir que sur ma slide 3, je parle de la vulnérabilité qui peut avoir plusieurs sens en fonction du domaine. Par exemple, si on prend le domaine des risques naturels, la vulnérabilité peut être considérée comme le degré auquel une unité à risque est susceptible de pâtir à une exposition, par exemple à une perturbation climatique, et, ou à une contrainte liée à sa capacité ou l'impossibilité de l'unité à risque à faire face à ces changements. Mais également, si on va dans la littérature beaucoup plus technique liée aux catastrophes, ça peut être défini comme le degré de perte, c'est-à-dire de 0 à 100, une échelle de 0 à 100, résultant d'un phénomène potentiellement néfaste qui est toujours les changements climatiques. On peut aussi avoir une définition liée à la pauvreté, le développement qui fait l'accent sur les mesures globales du bien-être humain qui intègrent l'exposition à des facteurs environnementaux. Mais toutefois, il faut savoir que la définition la plus partagée fait référence au degré par lequel un système risque de subir ou d'être affecté négativement par des effets néfastes au changement climatique, y compris la variabilité et les phénomènes extrêmes. Et il faut noter aussi que ça dépend, cette vulnérabilité dépend du caractère, de l'ampleur et du rythme des changements climatiques auxquels le système est exposé, ainsi que la sensibilité et la capacité d'adaptation. Donc, la vulnérabilité aussi, sur ma slide 5, la vulnérabilité aussi peut être liée à différents facteurs ou bien à une notion temporelle. Par exemple, ici, on peut parler d'une vulnérabilité sociale qui est beaucoup plus, qui fait référence aux déterminants politiques, socio-économiques, culturels et institutionnels, mais aussi une vulnérabilité biophysique qui est liée au processus écologique. Et au niveau temporel, on peut parler de vulnérabilité actuelle qui est liée à la variabilité climatique qu'on observe et une vulnérabilité future qui est liée au changement climatique futur. Donc, par rapport à cette conceptualisation du terme de vulnérabilité, il y a eu des évolutions concernant le 4e rapport d'évaluation du GIEC et le 5e rapport d'évaluation qui a été publié en 2014. Et on a une appréciation légèrement différente de ce concept-là. Donc, je suis à la slide 6. Donc, le concept, ici, on voit qu'au niveau du 4e rapport du GIEC qui a été publié en 2007,
la vulnérabilité était décrite comme la mesure dans laquelle un système naturel ou social est sensible aux variations néfastes du changement climatique. Donc, et en 2014, lors du 5e rapport, on voit que ce concept a été remplacé par le risque d'impact du changement climatique. Et ici, il faut retenir que le risque correspond à ce résultat de l'interaction de la vulnérabilité et de l'exposition, ainsi que du danger. Donc, il y a eu quelques ajouts qui ont été faits sur cette notion de vulnérabilité. Maintenant, la vulnérabilité dans un système n'est plus qu'une composante du risque dans le 5e rapport du GIEC, qui peut augmenter ou diminuer les conséquences potentielles sur le danger. Donc, sur ma slide 7, je parle de cette chaîne d'impact, donc l'approche chaîne d'impact qui a été développée. Et donc, dans cette chaîne d'impact du 4e rapport du GIEC, ici, l'impact potentiel est fonction à la fois de l'exposition au changement climatique et de la sensibilité du système. Donc, comme on le voit ici, en bleu, vous avez l'exposition qui est relative à la variation du climat, et la sensibilité qui est liée à l'environnement en tant que tel, et les impacts potentiels qui vont être le lien entre ces deux facteurs. Donc, maintenant, la vulnérabilité par rapport à ces différentes incidences, par exemple l'exposition ou la sensibilité, dépend de la capacité d'adaptation du système. Donc, ici, en parlant de capacité d'adaptation, on va faire référence à l'espace, à l'environnement ou bien au contexte social dans lequel on évalue la vulnérabilité. OK. Dans le rapport dans le 5e rapport, par contre, par exemple, le risque ici, le risque d'incidence est lié au climat qui découle de l'interaction entre les aléas climatiques, y compris les tendances et les phénomènes climatiques, la vulnérabilité et l'exposition du système. C'est l'image que vous avez à droite. Donc, les changements qui touchent à la fois ici le système climatique qui se trouve à gauche et les processus socio-économiques, y compris l'adaptation et l'atténuation qu'on retrouve à droite, sont les principales causes des aléas de l'exposition et de la vulnérabilité. Mais cependant, il faut noter que même si la terminologie utilisée pour décrire la vulnérabilité et le risque est différente dans les deux chaînes d'impact ici, les hypothèses de base qui sous-jacent ces études de vulnérabilité suivent une même logique, que ce soit dans le 4e ou le 5e rapport du GIEC. Donc, slide 8, en adoptant ce concept de risque, le GIEC prend en compte ou bien tient en compte le fait qu'une grande partie des impacts interconnectés sont déclenchés par des événements dangereux, donc des événements climatiques, et c'est ce qui est mieux pris en compte par le concept de risque. Et le GIEC aussi encourage la communauté des chercheurs en climatologie, notamment les climatologues. Donc, je pense que M. Ndiaye va parler de redoubler d'efforts pour déterminer les probabilités des conséquences potentielles dans les processus d'évaluation du risque. Et en dernier, il y a la notion d'intégration des deux domaines de recherche que sont l'adaptation au changement climatique et la réduction des risques de catastrophes, qui sont des domaines qui sont souvent séparés. Donc, dans l'adoption de ce contexte de risque, on essaye d'intégrer les deux domaines. Donc, par rapport à cette conceptualisation et la chaîne d'impact selon l'AF4, donc, on voit ici comment la vulnérabilité est composée
trois aspects, par exemple, 3 ou 4 aspects. L'exposition que j'ai exposé tout à l'heure, la sensibilité, donc l'exposition qui est liée à la variabilité et au changement climatique, la sensibilité qui dépend de l'environnement naturel, de l'environnement physique et de la société aussi, l'impact potentiel, la capacité d'adaptation et qui est aussi liée à l'environnement naturel. Donc, dans la chaîne d'impact, on a l'exposition qui correspond au degré, à la nature et au degré auquel un système est exposé à des variations climatiques significatives sur une certaine durée, donc on donne l'horizon. Et l'exemple que je donne ici, c'est l'exposition à une hausse du niveau de la mer d'une ville côtière qui dépend de l'intensité de l'aléa, donc la hausse en centimètres, et de l'horizon de temps considéré, c'est-à-dire 20, 50 ou 100 ans. Et c'est ce qu'on observe ici sur l'image à droite où vous avez en ordonnée les niveaux moyens global de la mer. Et vous avez en abscisse, vous avez la projection. Et en fonction de différents scénarios d'émissions de gaz à effet de serre, vous avez une évolution différente du niveau de la mer à l'horizon 2080-2100. Et dans l'exposition, on a aussi des unités d'exposition qui sont les éléments tangibles et intangibles du milieu, c'est-à-dire les bâtiments, la population qui vont subir les effets du changement, mais également des facteurs d'exposition qui sont liés aux événements extrêmes, à l'évolution des moyens climatiques. Donc, c'est là où on va avoir le rôle de la modélisation climatique qui va nous permettre d'avoir des données d'entrée sur les précipitations, sur la température, sur les vents et sur l'humidité de l'air, le rayonnement global. Donc, il y a un certain nombre de paramètres, de facteurs qui sont utilisés dans les modèles, par exemple les modèles agricoles ou bien les modèles hydrologiques et qui vont être générés par la modélisation climatique. Donc, la sensibilité ici correspond à la condition intrinsèque d'un élément, donc qui montre son degré d'affection positif ou négatif par une exposition donnée au changement climatique. Et ici, l'exemple que je donne, c'est deux villages qui sont situés dans une zone inondable qui présentent une sensibilité et conséquemment une vulnérabilité différente parce que l'un ou l'autre a déjà anticipé en mettant en place un système d'alerte ou bien des mesures d'adaptation qui permettent d'être plus sensible ou moins sensible du moins à l'impact. Voilà, et l'impact potentiel sur la chaîne d'impact qui correspond à la combinaison de l'exposition et de la sensibilité. Et par exemple ici, un exemple d'impact potentiel, c'est l'érosion hydrique, par exemple, qui dépend de l'intensité des pluies, si on a des fortes pluies, et la sensibilité de l'environnement qui est liée, par exemple, à des sols qui sont sensibles à l'érosion. Et la capacité d'adaptation qui correspond à la capacité d'un système à s'adapter au changement climatique, à limiter les dommages potentiels et à activer partie des possibilités ou faire face aux conséquences. Et cette capacité d'adaptation dépend des individus, ça dépend des moyens d'existence de chaque population. Et ces moyens d'existence dépendent également de différents facteurs, de différents capitaux, par exemple ici le capital humain, le capital physique, le capital social, les différentes activités économiques et les mesures institutionnelles mises en place par les différentes parties. Voilà, la vulnérabilité qui dépend de ces composants peut être réduite, par exemple, par des mesures structurelles au niveau de l'exposition ou bien des mesures non structurelles, c'est-à-dire des actions de prévention, de réglementation, l'utilisation des sols
Et la sensibilité également peut être réduite par l'adoption de stratégies d'adaptation liées soit à la population, par exemple la diversification d'activités économiques mises en place par et en place de gestion de crise sanitaire. Voilà ce que je voulais juste partager avec vous. Je pense que je n'ai pas trop débordé sur le temps. Donc, c'est très bref, mais je pense que l'essentiel a été dit. Donc, s'il y a des questions, je suis à disposition pour apporter plus de précision. Merci beaucoup, Adama, pour ta présentation bien intéressante sur le contexte, une analyse de vulnérabilité, qu'est-ce qui est la vulnérabilité, exposition, adaptation, etc. Et l'approche de chaîne d'impact. Je vous rappelle tous qu'on va prendre les questions à la fin et juste 3, que les autres questions, on va répondre par email. Je me suis aussi rendu compte que j'ai oublié de m'introduire à moi-même. Je m'appelle Sarah Dam, je suis la coordinatrice scientifique pour les travaux en Afrique subsaharienne chez Climate Analytics et je coordonne aussi la composante 2 du projet PASPNA dans les 3 pays. Ok, on continue avec les présentations. Donc maintenant, on a le docteur Ousmane Ndiaye qui va focaliser un petit peu plus sur le rôle de la modélisation dans la chaîne d'impact. Docteur Ousmane, est-ce que vous êtes prête et est-ce que vous avez accès à la présentation pour la contrôler vous-même? Vous êtes mis en mute en fait. Non? Vous êtes là, Docteur Ndiaye? Oui, je suis là. Bonsoir à tout le monde. Merci beaucoup. Je ne sais pas si j'ai la main ou pas, mais... On va vous la donner tout de suite. Ok. J'attends la main alors. Donc, je me présente. Je m'appelle Ousmane Ndiaye et je travaille au niveau de l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie. Et je suis le chef de département recherche et développement. Et dans notre travail, on essaye de fournir ce qu'on appelle les services climatiques, d'être sûr que quiconque a besoin d'informations climatiques, soit pour des prises de décision ou autre chose, bon, qu'on puisse lui fournir ce qu'il a besoin, que ce soit des données brutes, que ce soit un service carrément sur demande. J'ai l'impression que... Yes, ok. Comment faire maintenant? C'est bon? Je vais vous... Donc, ma présentation va être beaucoup plus technique, va couvrir un peu les aspects de la modélisation. Qu'est-ce que la modélisation? Comment on modélise le changement climatique? Les aspects qu'on appelle descente d'échelle en français ou downscaling en anglais. Ça veut dire les modèles globaux et les modèles régionaux. J'en parlais un peu pour ne pas rentrer dans les détails. Et surtout, il y a plusieurs modèles qui existent climatiques. Comment les combiner? Est-ce qu'on fera une somme de tous les modèles, etc. Etc. Donc, ça, et puis, je parle des scénarios, bien sûr, climatiques en fin de compte. Donc, voilà, grosso modo, la quintessence de ma présentation. J'ai la main. Ok. Donc, okay, on va regarder, désolé. Vous allez défiler pour moi? Non, on va garder la main. Ok, pas de problème. Ok, je m'excuse donc. Donc, je tiens à remercier d'abord les organisateurs, ça c'est très bien, maintenant avec les nouvelles technologies, surtout pour que nos amis les étudiants puissent avoir accès à la science, je pense que c'est important, qu'on puisse partager, nous aussi, le peu conseil, qu'on puisse pouvoir le partager avec les autres, je pense que c'est important, que les gens puissent poser des questions, et ça c'est vraiment une plateforme qui est formidable aujourd'hui,
Les gens, certainement, sont assis confortablement quelque part et puissent voir ce qu'on est en train de faire. Donc, dans la modélisation du changement climatique, il est toujours bien de revenir sur les bases, ce qu'on appelle l'effet de serre. L'effet de serre, c'est un phénomène qui est naturel, qui fait que l'atmosphère terrestre, la couche de gaz qui nous entoure, retient le rayonnement terrestre. Je dis bien rayonnement terrestre. Parce que le rayonnement qui nous arrive du soleil, tout le monde on le sait, quand il fait chaud, il y a le soleil qui est là. Ce rayonnement soleil qui est visible traverse à peu près à 70% l'atmosphère. Donc l'atmosphère est presque ce qu'on appelle transparente au rayonnement solaire. Quand le rayonnement solaire ça vient, ça chauffe, n'est-ce pas, le continent. Le continent se réchauffe et rayonne aussi. Un autre rayonnement qui est différent cette fois-ci et qu'on appelle rayonnement infrarouge. Infrarouge veut dire seulement chaleur. Quand tu chauffes quelque chose, c'est l'infrarouge. Quand tu regardes une image infrarouge, tu fais la distinction des différentes parties par simplement leur température. Nous, quand on regarde dans le visible, on fait la distinction par la couleur. Maintenant, on peut faire la distinction par la température. Donc, infrarouge veut dire température. Cette chaleur, heureusement ou malheureusement, ne peut pas traverser l'atmosphère aussi facilement. Donc, à peu près 5% ou 10% traverse. Donc, la majeure partie est gardée par l'atmosphère et piégée par l'atmosphère, renvoyée vers le bas, n'est-ce pas? Et cette partie maintenant qui renvoie, cette partie qui fait qu'on a cette sensation de chaleur, qu'il fait assez beau, n'est-ce pas? Et c'est fait très bon à vivre sur la Terre. Donc, ça, c'est un phénomène naturel. Maintenant, qu'est-ce qui retient ça? Qu'est-ce qui pousse ça vers le bas? C'est les gaz qui nous entourent, n'est-ce pas? Les gaz, différentes sortes de gaz. C'est pour cela qu'on les appelle gaz à effet de serre. Parce que c'est eux qui créent cet effet de serre-là qu'on appelle gaz à effet de serre. Donc, ce gaz à effet de serre-là retient donc la chaleur qu'on est en train de vivre et qu'il fait bon. Donc, ces gaz-là retiennent. On peut se poser la question à savoir simplement si ces gaz augmentaient, qu'est-ce qui allait arriver? Donc, passe à l'autre slide. Donc, quand les gaz augmentent, ils retiennent de plus en plus la chaleur. Donc, maintenant, cet effet-là de rétention de chaleur qu'on appelle effet de serre va augmenter. Maintenant, donc, ce sont les gaz maintenant qui retiennent l'effet qui créent cet effet de serre-là. Mais, comme on le sait, avec le développement de l'homme a créé des machines qui créent des gaz, comme la voiture, comme les usines, etc., qui dégagent des gaz. Et ces gaz-là ne sont pas naturels, sont dus à l'homme. Cet ajout de gaz pose problème, parce que ça va augmenter l'effet de serre, ça va augmenter la chaleur. Donc, on se pose la question à savoir, qu'est-ce qui fait que ces gaz-là augmentent? Qu'est-ce qui produit ces gaz-là? Et il y a seulement 4 ou 5. Pour savoir la variation des gaz, d'abord, les sources de production, c'est la production d'énergie. Aujourd'hui, la majeure partie des gaz, c'est la production c'est les usines, n'est-ce pas, qui produisent de l'électricité en général. C'est les conditions économiques. Quand l'homme se développe, n'est-ce pas, on consomme plus d'énergie, etc. Et puis, pour peu de gaz. La démographie, quand les hommes deviennent de plus en plus nombreux. Ensuite, il y a l'utilisation des terres, parce qu'il y a des sources aussi qui enlèvent les gaz, ce sont les forêts. Les forêts, par le phénomène de photosynthèse, enlèvent les gaz. Donc, quand on détruit les forêts, on, en même temps, détruit ce qu'on appelle les puits de gaz, n'est-ce pas? Et maintenant, ce qu'on sait, ce qui détruit ça, c'est le changement d'utilisation des terres, ce soit l'habitation, que ce soit les cultures, l'agriculture, etc., etc. Il y a aussi les progrès technologiques qu'il faudrait ajouter. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a des sources qu'on appelle renouvelables, on appelle vertes, on appelle durables. Ça veut dire simplement toute source de production d'énergie qui ne dégage pas des gaz. Parce que le problème, c'est les gaz. Les gaz augmentent, la chaleur augmente. Donc, ces 5 sources-là, ou ces 5 phénomènes-là, il faudrait les maîtriser pour pouvoir les modéliser. Ce qu'on fait maintenant au climat, on dit que c'est ça qui crée le changement climatique. Ces 5 sources-là, il faut les comprendre et voir comment ça évolue dans le temps. Donc, c'est ça, c'est une science qu'on fait. Et maintenant, pour comprendre comment ça évolue, ce n'est pas facile. Vous comprenez avec moi. On ne sait pas comment sera l'utilisation des terres. On ne sait pas comment sera le progrès technologique. Ça, c'est des choses qu'il faudrait imaginer. Cet effort de réflexion dans le futur d'imagination, qu'on appelle plus scénario, comme au cinéma. Au cinéma, quand quelqu'un fait un film, qu'est-ce qu'il fait? Il déroule un scénario. C'est-à-dire que bon, l'acteur va sortir ici, il va être attrapé par quelque part, la police va tuer quelqu'un. On essaye d'imaginer. Mais ici, on le fait d'une manière scientifique, ce qu'on appelle les scénarios. Et il faut retenir dans cette science-là qu'il y a 5 scénarios ou scénarios. Scénario maintenant est devenu français, on dit scénario au pluriel. Donc, il y en a 5. Et ces 5-là ont un nom, on les appelle Reconstructive Concentration Pathway ou Representative Concentration Pathway. C'est le profil d'évolution des concentrations. Il y en a 4. Il y a un qu'on pense que bon, si tous les pays du monde veulent se développer rapidement, tous les pays moins développés qui polluent un peu plus, donc ça va créer vraiment un scénario vraiment exceptionnel, n'est-ce pas, qu'on appelle RCP 8.5. Ça veut dire 8.5, le chiffre vous dit simplement, on va augmenter, entre guillemets, le forçage ou la chaleur
8,5 fois comparé à quoi? Comparé à 2010, n'est-ce pas? Il y a un autre qui est vraiment qu'on comprend que les gens seront sensibilisés, ne vont pas produire des gaz, vont utiliser l'énergie renouvelable. Et ça, on le dit que c'est vraiment le scénario le plus bas qu'on appelle 2,6. Et entre les deux, il y en a deux. Il y a le moyen qu'on appelle 4,5 et le 6,0, 8,5. Et là, je dois dire d'emblée, ça a été fait en 2010 déjà. Donc, on a eu le temps de 2010 à 2018 ou 2017 de regarder quel est réellement le scénario qu'on a suivi. Et le scénario qu'on a suivi, il s'est trouvé que c'est le scénario 8,5. C'est le scénario le plus péjoratif, n'est-ce pas? Autant quand on pensait que l'homme n'allait pas faire ça, l'homme l'a fait, donc il y a vraiment péril en demeure. OK, on connaît. Donc ça, c'est les scénarios climatiques. Donc une fois qu'on connaît les scénarios climatiques, on peut savoir quelle sera la trajectoire des productions. Et maintenant, les 4 scénarios, on projette dans le futur et on sait quels sont les scénarios. Voici les différents scénarios. Entre 2010, on regardait un peu les choses jusqu'à 2100, qui est l'horizon. On voit très bien que voici les projections, n'est-ce pas, ou les émissions de gaz à effet de serre, si on les conçoit ainsi, pour les 4 scénarios. Maintenant, ces scénarios sont vraiment les bases de la modélisation. Ce sont ces scénarios-là qu'on va se baser pour tourner les modèles climatiques. En d'autres termes, on va avoir un modèle climatique qui est un outil, n'est-ce pas, qui est là, un appareil qui nous permet, qui connaît tout ce que fait le climat. Et on va utiliser maintenant ces scénarios-là pour voir si ces scénarios s'avéraient vrais ou s'avéraient, qu'est-ce qui va se passer dans le futur. Ça, la modélisation climatique. Mais qu'est-ce qu'un modèle climatique? Qu'est-ce que fait un modèle climatique? Un modèle climatique essaie de capter toutes les interactions possibles, n'est-ce pas, qui font le climat. Aujourd'hui, il fait froid. Quelles sont les combinaisons qui font qu'il fait froid? Et ça, c'est ce que le modèle essaie de capter. Donc, un modèle essaie de capter toutes les interactions. Toutes les flèches que vous voyez sont des différentes interactions entre les différents éléments, n'est-ce pas, du climat, n'est-ce pas, et maintenant, qu'on appelle le système climatique, que ce soit l'homme, l'eau, la montagne, la végétation, tout ça, on essaie de les modéliser, de voir les équations qui les régissent et de les mettre dans un paquet, dans un modèle, et qu'on met dans une équation. Tout ça sont des équations qu'on met dans un ordinateur et qui nous permet maintenant de comprendre bien le climat. Maintenant, tout ce phénomène-là compliqué et complexe, on va essayer de forcer ça, de changer la concentration des gaz à effet de serre. Parce que rappelons bien, c'est la concentration des gaz à effet de serre qui va détruire l'impact du changement climatique et les vulnérabilités, comme l'a dit mon collègue tout à l'heure. Donc, un modèle climatique donc, a deux choses. Il y a une entrée qui va forcer un peu le modèle et une sortie. L'entrée, quoi, chez nous, c'est les gaz à effet de serre, qu'on appelle GES, les gaz à effet de serre. À l'intérieur, c'est des modèles climatiques très compliqués, très complexes, n'est-ce pas, qui tournent, n'est-ce pas, qui font essayer de voir les interactions et produire tous les impacts, toutes les sorties. Et maintenant, les sorties, c'est quoi? C'est les paramètres climatiques, la pluie, la température, la pression, etc. Et maintenant, ces sorties-là, on peut les utiliser à tourner d'autres modèles d'impact, ça, hydrologie, peut-être Théo en va parler, ou regarder simplement les impacts de vulnérabilité de manière générale. Donc, voilà un peu un modèle climatique, comment ça marche, n'est-ce pas? À l'intérieur, c'est très compliqué, etc. Et on tourne les modèles. Maintenant, au niveau du changement climatique, il y a un groupe scientifique qui se charge de cette question-là, qu'on appelle le GIEC. On va à slide suivant. Le GIEC, c'est le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Donc, on a choisi les meilleurs experts sur le climat partout dans le monde, d'après leurs publications, d'après leurs connaissances scientifiques. Et ce groupe-là a pour rôle, n'est-ce pas, de regarder les soubassements scientifiques du changement climatique. C'est quelque chose de très, très sérieux. Et ce groupe a été créé en 1988 par l'Organisation mondiale de la météo et le Programme environnemental des Nations Unies, PNU. Vas-y, next slide. Son rôle, donc, c'est d'évaluer l'information scientifique, technique et socio-économique qui concerne le changement climatique provoqué par l'homme. Rappelez-vous, c'est l'effet additif qui est important. Il faut toujours avoir ça en tête. Le changement climatique, l'effet de serre, il y a une partie naturelle et une partie qui est due à l'homme. La partie due à l'homme, c'est cette partie-là qui pose problème. Donc, le GIEC fait ça, regarde tous les modèles, etc. et maintenant produit ce qu'on appelle des rapports. Il nous envoie des rapports scientifiques validés, n'est-ce pas? Et maintenant, il y en a plusieurs rapports. Et ces rapports-là nous permettent d'avoir l'état du climat, d'avoir vraiment un état net du climat. Et tout le monde est aujourd'hui d'accord. Le dernier rapport, mon collègue précédent en a parlé, c'est le rapport du GIEC qui a été produit en 2014. N'est-ce pas? Le prochain rapport sera produit en 2020 et on est en train de travailler là-dessus. Et je fais partie déjà du groupe qui est en train de réfléchir sur ces questions-là. Donc aujourd'hui, il y a 5 rapports du GIEC. Le premier est sorti en 90, en 95, 2001, 2007, 2014, 2020. 2007 maintenant, tout le monde a reconnu le travail du GIEC en montrant vraiment qu'il y a péril en demeure et il faudrait s'attaquer à ces problèmes de changement climatique. C'est pour cela que ce rapport a été nominé comme prix Nobel. En général, on ne donne pas des rapports, mais ce rapport était vraiment
important à cela. Le dernier, c'était 2014, et on s'achemine au dernier, qui est 2020, qu'on est en train de travailler. Donc, les rapports sont sortis, des rapports scientifiques, et que les gens sont disponibles sur le net. Tu peux Google rapport du GIEC et tu l'as. Et c'est les rapports vraiment qu'il faudrait utiliser pour parler d'impact du changement climatique. Donc, le travail a été fait en amont par les scientifiques au niveau mondial pour trouver un peu quels sont les impacts du changement climatique, quelles sont les sorties du modèle. Vas-y. Donc, je montre un petit exemple de rapport, le 5e rapport qui est sorti. Donc, il y a la partie scientifique, il y a la partie impact et vulnérabilité, il y a la partie, n'est-ce pas, atténuation, etc. Voici un exemple de rapport du GIEC. Et ça se trouve sur toutes les langues. Il y a une version française, je devais changer peut-être la version arabe, dans toutes les langues, vous pouvez la voir, et vous pouvez regarder, avoir une idée quels sont les rapports. Et ça, c'est vraiment la base. Si vous voulez écrire des modèles, si vous êtes étudiant, vous travaillez, vous voulez voir quels sont les impacts du changement climatique, il faut se baser sur ça. Il y a toutes les données. Et il y a les bases de données aussi qui existent, qu'on peut utiliser pour faire le travail. Maintenant, ces modèles-là que le GIEC utilise, c'est des modèles globaux, tournés autour tout le globe, ce qui veut dire que la résolution sur le plan spatial n'est pas tellement fine, n'est pas tellement affinée. Si tu veux regarder le Sénégal, tu auras 4 ou 5 points. Ce n'est pas important. Ce que tu veux avoir des résolutions à l'échelle fine. Et pour cela, maintenant, il faut faire ce qu'on appelle la descente d'échelle ou le downscaling. Suivant. Le downscaling, c'est quoi? C'est le fait de prendre les sorties du modèle global et de les ramener à une échelle beaucoup plus fine. N'est-ce pas? Je donne un exemple. Tu as le modèle global qui te donne des données tous les 100 km. 100 km, c'est vaste. Il faut trouver des modèles à 50 km, à 20 km ou à 10 km. Et ça se fait, ce travail-là scientifique qu'on appelle le downscaling. Ici, on a présenté un exemple que vous voyez sur l'écran, n'est-ce pas? Je donne un exemple sur l'Europe, le travail qui a été fait pour faire le downscaling. Donc, ça existe aussi sur l'Afrique, et le mot-clé, c'est Cordex. Le travail qu'on a fait de downscaling sur le changement climatique, le projet s'appelle Cordex, c'est un grand projet, et les modèles sont là, et on a fait un peu partout. Et c'est important. Donc, l'idée du downscaling, c'est de prendre tous les éléments qui contribuent, supposons à l'étude de vulnérabilité, contribuent à comprendre le climat et de les mettre, n'est-ce pas, dans le modèle. Plus qu'on va dans l'échelle fine, comme vous le voyez dans ce que je montre à gauche, plus vous avez beaucoup plus de détails et on aime avoir les détails. Une montagne, comment c'est bien représenté, comment est-ce que les cours d'eau sont représentés et tout ça. Et maintenant, on a ces sorties-là. Et maintenant, pour faire une étude de viabilité ou une étude d'impact, on a besoin vraiment d'avoir ça à l'échelle fine, etc. Maintenant, l'autre question, c'est de dire, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Il y a plusieurs modèles que le GIEC utilise. Chaque grand centre, chaque centre climatologique au niveau mondial a des modèles, disons. Météo France a des modèles, n'est-ce pas? LMD a des modèles. Les États-Unis ont un pagaille de modèles. Le Japon a ses modèles extraordinaires. Plusieurs modèles qui existent. La question qu'on se pose, quel est le modèle à utiliser? Il y en a plusieurs, je suis perdu. Je veux savoir quel est le climat en 2035. Là, je suis sénégalais, dans comment on appelle ça, le PSE. Et je me pose une question, quel modèle utiliser? Ou il faut utiliser tout? Les scientifiques ont posé cette question-là, parce qu'en il y a une seule vérité en fait. Le climat sera un seul état. En 2035, soit la température sera de 25 ou de 22 ou de 23, mais il y aura une seule température, c'est pas plusieurs températures. Et les modèles donnent plusieurs températures. Comment faire? Il y a une approche qu'on appelle approche multi-ensemble, ou, n'est-ce pas, ou une approche d'ensemble, ou la prévision d'ensemble, ou la prévision multimodèle. Regardez à droite, il y a des noms, c'est les noms des modèles. NASA, GMO, NCEP, GMA, SCRIP. Donc NASA, c'est les États-Unis, NCEP, États-Unis, GMN, c'est Japon, SCRIP, États-Unis, LDO, c'est toujours États-Unis, extra Australie, ICMWF, c'est le modèle européen, UKMet Office, c'est le modèle anglais, KMA, etc., modèle coréen, etc., etc., etc. N'est-ce pas? Vous voyez tous les modèles. Et maintenant, on essaie de faire une prévision ici, n'est-ce pas? Et tous les modèles, regardez, c'est les différentes couleurs. Chaque couleur, c'est un modèle de moins. Et regardez le trait noir que vous voyez, c'est la réalité. Mais regardez que les modèles tournent autour de la réalité. Des fois, c'est très rare de trouver un modèle qui va trouver exactement la réalité. Mais regardez, les modèles épousent la réalité comme ça. Et maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire la moyenne de tous ces modèles-là pour avoir une réalité. Pourquoi? Parce que les modèles ont une partie qui est vraie, qu'on appelle information, c'est nous, ou signal, une partie qu'on appelle bruit. Donc, ce qu'on veut, on va augmenter le signal et diminuer le bruit. Comme le bruit est aléatoire, ce qu'on appelle dans la langue, c'est complètement au hasard. Quand on fait la moyenne de plusieurs modèles, comme le bruit est complètement aléatoire, le bruit va se supprimer. Et maintenant, comme la réalité est une et dedans, maintenant la réalité va se renforcer. C'est pour cela que les gens font ce qu'on appelle une approche multimodèle en faisant la moyenne. Il y a d'autres qui regardent quel est le modèle qui est meilleur sur mon domaine et utilisent seulement ce modèle. Il y a plusieurs approches. Il y a des gens qui disent non, tous les modèles se valent,
chaque modèle transforme une réalité. Il faut interpréter tous les modèles. Dire que la réalité en 2035 sera 22 degrés, plus ou moins 3, des choses comme ça. OK? On continue. Il y a une autre manière de représenter l'approche multimodèle, c'est de regarder sur le plan spatial. Et là, je vous montre une prévision qui est actuelle, qui a été faite en avril par le Centre prévisionnel des États-Unis et qui montre comment sera la saison mai, juin, juillet en matière de précipitations sur toute l'Afrique. Ça, c'est une réalité, n'est-ce pas? Regardez l'Afrique de l'Ouest. Il y a des jaunes, il y a des verts. On regarde combien de modèles prévoient une saison qui est humide et combien de modèles prévoient une saison qui est sèche. Et on représente ça. En fonction du nombre de modèles, on met une probabilité. Regardez sur le Sénégal, en bas à gauche, je pense que vous savez où se trouve le Sénégal. En bas vers Cap Skirring, vers Ziguinchor, vous voyez que c'est un marron un peu plus foncé. Ça veut dire que les modèles s'accordent beaucoup plus pour dire que ce sera sèche entre mai, juin et juillet, la pluie. Sur la façade ouest du Sénégal, les modèles disent, bon, OK, ça va être sec. Tous les modèles sont d'accord avec sec, mais pas aussi confinant que, etc. Quand vous regardez le Niger, supposons, les modèles disent que cette année, il va faire humide. C'est ça l'avantage de l'approche multimodèle. L'approche multimodèle te permet de voir quelle est la probabilité. Combien de modèles? S'il y a 10 modèles, si les 9 me disent que l'année sera sèche, j'ai beaucoup plus de confiance. Si seulement les 5 me disent que l'année sera sèche, j'ai 5 qui disent le contraire, etc. Donc, l'approche multimodèle est importante. Tout ce qui est blanc ici veut dire que les modèles ne disent pas quelque chose de significatif. Donc, l'approche multimodèle est aujourd'hui quelque chose qu'on utilise beaucoup dans plusieurs sciences, etc. Maintenant, comment faire l'interprétation? Et je vais finir par ça. L'interprétation, surtout sur le changement climatique, et je vais prendre un paramètre qui est clé, un paramètre qui est beaucoup plus important pour le changement climatique, c'est la température. Et je vais terminer par ça. En général, vous voyez des courbes où on montre des températures de leur variabilité. Allez-y. Et ce qu'on voit dans cette courbe-là, on voit, supposons, la variabilité de la température, n'est-ce pas, sur le Sahel, 20 ouest, 5 est, 30 nord, 5 nord, entre janvier jusqu'à décembre, toute l'année, n'est-ce pas? Et ce qu'on regarde en général, quand on monte en science, on montre l'anomalie. Ça veut dire, est-ce qu'il fait beaucoup plus chaud ou beaucoup moins chaud? Ça veut dire froid, n'est-ce pas? Tu vois le zéro, le trait qui est zéro. Tout ce qui est en bas du zéro veut dire que ça va un peu plus froid. Tout ce qui est en haut veut dire que ça va être plus chaud. Tout ce qui est noir de 1900 à 2010, ça, c'est des données déjà passées. C'est pour cela qu'on l'a mis en noir. Et tout ce qui tourne, ça veut dire comment les modèles faisaient dans le passé. Parce qu'il faut se poser la question, si mon modèle est bon, dans le passé, il doit trouver de bons résultats. Le trait noir, gras, là, foncé, ça, c'est l'observation, c'est exactement la réalité. Et ce qui tourne autour, c'est les différents modèles, c'est-à-dire les modèles bourdonnent autour de la réalité. Maintenant, revenons sur les couleurs. Les couleurs, c'est les scénarios. Changement climatique dans le futur, je suis obligé de dire quel scénario je regarde. Il y en a 4, on a déjà vu. Et maintenant, regardez les 4. Le bleu, c'est le scénario moyen ou faible. Le rouge, c'est le scénario qui est pessimiste. Et je vous dis que la réalité, c'est qu'on suit le rouge. Et quand vous regardez le rouge, vous voyez que la température est en train d'augmenter, n'est-ce pas? Et ici, vous pouvez bien mesurer sur l'axe qui est à droite ou à gauche et voir exactement, pour n'importe quelle année que vous étudiez, n'importe quel horizon, vous pouvez savoir exactement quelle est la température qu'il fera. Vous êtes en 2050, vous prenez 2050, vous le projetez. Quand vous regardez le courbe en bleu, vous voyez que l'augmentation de température sera de 1 degré d'ici 2050. Mais ça, c'est le scénario le plus optimiste. Mais quand vous regardez le scénario qui est plus proche de la réalité, le rouge, il va vous dire que ça va aller jusqu'à 2 degrés 50. Et ça, c'est beaucoup. Et maintenant, on peut faire des études d'impact. Dire que si c'est 2 degrés 50, quel est l'impact sur l'hydrologie? Quel est l'impact sur les maladies? Quel est l'impact sur l'agriculture? Quel est l'impact sur la masse de la mer, etc., etc. Et je vais simplement conclure à dire que ces graphes sont très importants. Il faudrait bien les interpréter. Et pour les interpréter, il faut bien comprendre les scénarios. Qu'est-ce que ça signifie? Il faut bien comprendre les incertitudes. C'est ce qui bourdonne autour. Vous voyez, il y a une courbe rouge gras et autour, il y a beaucoup de traits rouges très, très fins qui montrent l'incertitude. C'est-à-dire qu'il y a toujours une incertitude sur la mesure. Donc, quand on donne une information, il faut prendre en compte l'incertitude. Et aujourd'hui, pour conclure, les paramètres qui sont clés, qui sont visibles sur le changement climatique, il y en a à peu près 3, au moins qu'on sait qu'ils sont, ou 4 qui sont dus au changement climatique. 1, c'est la température. Regardez les courbes colorées. Toutes les courbes sont au-delà de 0. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de doute que le futur se fera plus chaud. On ne doute pas sur ça, nous sommes tous d'accord. Donc ça, au moins les modèles sont d'accord. Température. Deuxième chose, niveau de la mer. On est tous d'accord avec l'augmentation de la température. Il y aura la dilatation des océans et la fonte des glaciers qui va faire que le niveau de la mer va augmenter. 2. 3. Acidification des océans. Acidification. La température va augmenter, n'est-ce pas? Il y aura beaucoup plus de dissolution des gaz et la température de la mer, l'acidification de la mer va être beaucoup plus acide. N'est-ce pas? 4. Les phénomènes extrêmes.
On ne sait pas si la pluie va augmenter ou pas. C'est très variable quelque part. Mais les phénomènes extrêmes, on est sûr qu'on devient de plus en plus fréquents. Et on le voit en Afrique. Aujourd'hui, toutes les grandes villes en Afrique, leur problème, c'est inondation. Même s'il ne pleut pas beaucoup, inondation. Donc la fréquence, l'intensité de ces phénomènes vont être de plus en plus forte. Donc voilà un peu ce que je voulais dire, vous expliquer un peu. En résumé, c'est les modèles qu'on utilise qui nous donnent une idée sur le futur. Et les modèles, il faut comprendre qu'on fait des suppositions qu'on appelle des scénarios. Aujourd'hui, il y en a 4. Et le scénario le plus plausible, c'est le 8.5 qu'on doit suivre. Et maintenant, le modèle nous donne tous les paramètres climatiques existent, température, etc. Donc, vous pouvez trouver ces données-là dans les rapports du GIEC. C'est important, ce n'est pas cela qu'il faudrait commencer. Sinon, si vous êtes des étudiants, vous êtes des thésards, vous voulez avoir les données, il y a des données qui existent qu'on appelle CMIP5. CMIP5. C'est le mot qu'il faudrait Google. Et maintenant, quand vous Google, vous voyez, il y a des banques de données qui existent. Et vous pouvez accéder à tous les paramètres et faire des analyses que vous voulez. Les analyses des modèles globaux tels que font par le GIEC, c'est des modèles qui sont très larges, 100 km, 200 km, pour faire des modèles qu'il faudrait aller ce qu'on appelle dans le downscaling, réduction d'échelle, et c'est les modèles, n'est-ce pas, régionaux qui le font. Et vous pouvez trouver des données Cordex, quand vous faites des Google, vous trouvez ces modèles-là, ou si vous êtes capable, vous tournez des modèles régionaux. Donc voilà un peu ce que je voulais présenter. Je vous remercie vous tous, et je m'excuse d'être un peu plus long. S'il y a des questions, j'en prendrai une, s'il y en a. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr. Ndiaye, pour votre excellente présentation et aussi des belles exemples et des belles figures que vous avez présentées. Je vois qu'il y a quand même pas mal de gens qui nous ont rejoints depuis le début du webinaire, donc bienvenue à tout le monde de nouveau. Bonjour. Je vais vous tous rappeler qu'on prendrait les questions à la fin. Et qu'on répondrait aux questions plutôt par email, sauf 2-3 questions que je vais modérer après qu'on a eu les 3 questions enchaînées. Maintenant, je vais inviter Dr. Théo Wichel à présenter. On va juste vous donner accès et contrôle pour votre présentation. Bonjour, bonsoir à tous. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Très bien. Je vais... essayer... Bonsoir, donc merci beaucoup de me donner l'opportunité de parler aujourd'hui et puis partager avec un si grand auditoire quelques résultats scientifiques. Je crois qu'on est plus de 400 à suivre ce séminaire, c'est assez impressionnant. Je vais majoritairement présenter des résultats issus du projet AMA 2050. Donc c'est un projet qui a débuté il y a 4 ans maintenant et qui rassemble un consortium interdisciplinaire de chercheurs en Angleterre, en Afrique et en France, qui travaillent sur les événements climatiques à fort impact. Et donc je vais parler d'une partie des résultats qui ont majoritairement été obtenus dans ce programme. Moi, je suis Théo Wichel, maître de conférence à Grenoble, et je travaille principalement sur la variabilité hydroclimatique en Afrique de l'Ouest. Et donc, je vais montrer quelques évidences de l'intensification hydroclimatique dans la région. Et puis, quelles conséquences ça peut avoir pour la gestion structurelle du risque inondation. Et je voulais remercier les 2 présentateurs précédents parce que finalement, ils ont introduit de façon très pédagogique plusieurs des concepts que je vais utiliser dans ma présentation et donc ça va me faciliter la tâche. Donc, je vais juste rappeler de manière voilà, un peu générale que en fait, le climat et son impact, ça a plusieurs facettes en termes d'événements à fort impact. Il y a les sécheresses, les vagues de chaleur, les tempêtes de sable, les inondations. Et tous ces facteurs ont un impact fort sur les sociétés. Et le réchauffement climatique global, donc que Ousmane a bien introduit, va avoir de façon globale et sur certaines régions du monde des effets d'accentuation qui sont clairs. Et en particulier sur certaines régions de la zone intertropicale et encore plus en particulier sur l'Afrique subsaharienne et l'Afrique de l'Ouest. Donc intrinsèquement, le réchauffement global et par l'intermédiaire de ces événements à fort impact, ce sera une limitation, c'est une limitation
à l'atteinte des objectifs du développement durable et la capacité des pays à les atteindre. Ça peut être de façon très directe ou de façon très indirecte parce que ces objectifs sont souvent intrinsèquement liés. Alors moi, dans cette présentation, je vais me focaliser sur les inondations. Alors pourquoi spécifiquement sur les inondations? Je pense que c'est tout à chacun, auditeur ici, est bien conscient de ce problème. Et si on regarde un petit peu la couverture médiatique des inondations en Afrique de l'Ouest, on se rend compte que c'est devenu un problème sociétal majeur. Okay. Après des années de grandes sécheresses dans la région, on voit apparaître aujourd'hui de plus en plus d'événements d'inondation. Et finalement, le traitement médiatique qui en est fait est assez représentatif des questions qu'on peut se poser par rapport aux inondations, sur lesquelles je reviendrai tout à l'heure. Mais si on regarde finalement comment c'est traité scientifiquement, on s'aperçoit qu'il y a assez peu d'articles scientifiques sur les inondations dans la région sahélienne, par exemple, comparé aux travaux sur la sécheresse. Donc, je montre ici le nombre de publications sur la sécheresse comparé à ceux sur les inondations. On s'aperçoit que la sécheresse a mobilisé dès les années 70 beaucoup de chercheurs, notamment du fait de la grande sécheresse sahélienne, et continue à mobiliser les scientifiques parce que on a encore des mécanismes à comprendre sur cette sécheresse. Et les inondations ont mobilisé tardivement, aussi parce qu'elles se sont accentuées tardivement, et restent encore assez limitées en termes de publication. Donc, quelles sont les questions soulevées par rapport au risque inondation? Déjà, de savoir si effectivement, il existe ou non une augmentation du risque inondation. J'avais un professeur d'hydrologie qui disait que les inondations avaient augmenté avec la couverture médiatique qui en était faite et le nombre de caméscopes qui étaient vendus. Donc, est-ce que c'est simplement une perception ou est-ce que c'est réellement une augmentation significative? Alors ensuite, quelles sont les causes de ces inondations et à quoi peut-on s'attendre dans le futur, qui est une question essentielle si on veut pouvoir définir des stratégies d'adaptation pour atténuer les risques. Et ensuite, quels sont justement les leviers d'action possibles pour se prémunir des inondations? Donc, ma présentation va montrer un peu comment les scientifiques s'emparent de ces questions et puis quels sont les éléments de connaissance qu'on peut avoir pour commencer à y répondre. Donc, je vais revenir sur un concept qui finalement a déjà été en partie présenté, c'est-à-dire le risque d'inondation. De quoi on parle exactement? Donc, quand on parle de risque, il y a une partie qui est liée à l'aléa, donc c'est tout ce qui est facteur, on va dire, naturel, par exemple les précipitations, l'évolution, enfin les propriétés des sols, et puis le ruissellement qui va, in fine, produire les inondations. Et puis à la partie exposition, j'avais mis le terme vulnérabilité au départ, et suite à la présentation très fine de Dr Adama Faye, j'ai changé en exposition, car on parle bien d'exposition ici, qui est l'ensemble des biens et des personnes qui sont susceptibles d'être affectés par l'aléa. Donc on voit aussi que l'exposition elle est très dépendante de l'aléa. Et c'est cet ensemble qui forme le risque inondation et qui définit ce risque. Donc, si on regarde un petit peu l'évolution du risque inondation, on a une illustration là assez claire de cette augmentation du risque dans une publication de Dibal Dassare de 2010 qui montrait que sur la décennie 90-2010, on a eu une augmentation par 5 du nombre de morts liés aux inondations. Donc, cette croissance exponentielle, elle montre qu'évidemment, il y a une augmentation du risque inondation. La question qui se pose, c'est de savoir est-ce que c'est lié à l'exposition ou à l'aléa? En termes d'exposition, il y a des facteurs clairs qui montrent qu'il y a une composante majeure de l'exposition à l'augmentation du risque. La croissance démographique, qui amène notamment une concentration urbaine et de l'habitat en zone inondable qui rendent les gens plus exposés, plus vulnérables aux inondations, associés à des difficultés de mettre en place des planifications urbaines dans ces zones inondées. Concernant la partie aléa hydrologique, en fait, du fait de l'absence un petit peu de publication, on a assez peu de connaissances scientifiques depuis les années 90 sur l'évolution de l'aléa hydrologique depuis les années 90. Et on peut associer ça souvent au fait qu'on a assez peu de données, notamment de long terme, pour documenter l'évolution de l'aléa hydrologique. Et puis, si quelques études existent, il y en a assez peu qui considèrent explicitement les extrêmes hydrologiques qui sont majoritairement responsables des inondations, et en particulier les plus intenses.
Donc, dans AMA 2050, une partie des questions étaient notamment liées à ça, en particulier sur l'évolution des crues. Quelle est l'évolution de ces crues dans le temps? Quelles sont les causes de cette évolution, qui peuvent concerner à la fois des problématiques d'occupation des sols, mais aussi des précipitations extrêmes? Et puis, quelles pistes pour mieux contrôler l'aléa hydrologique? Alors, si on se focalise là sur l'évolution des crues, je mets ici une petite carte qui montre deux grands systèmes hydrologiques dans la région d'Afrique de l'Ouest. Vous aurez reconnu en bleu le bassin du fleuve Sénégal et en rouge le bassin du fleuve Niger. Et je fais un petit focus sur les bassins sahéliens du fleuve Niger, donc entourés en rouge sur la carte, qui contribuent au débit du fleuve Niger à Niamey pendant la saison de mousson. Et sur le graphique de droite, on voit qu'il y a plusieurs courbes qui représentent chacune le débit moyen sur une décennie, donc des décennies 1950-60 à décennie 2011-2015. Et on s'aperçoit que le débit associé à ces affluents sahéliens sur le fleuve Niger a largement augmenté pendant les différentes décennies. C'est-à-dire que si on compare maintenant le régime hydrologique, donc la courbe noire, et la crue de ces affluents sahéliens, à la crue qui a un beaucoup plus lisse qui arrive dans les mois de décembre à mars et qui est issu des affluents guinéens, donc en amont, et qui arrive donc plus tard à Niamey, on s'aperçoit que la crue des affluents sahéliens dépasse désormais en moyenne la crue des affluents guinéens. Donc on a une augmentation énorme, une modification du régime hydrologique. Donc on a regardé de façon un petit peu plus précise les pics de crue annuels pour voir s'il y avait effectivement une tendance à la hausse. Et donc, je représente ça sur le graphique qui représente en fait chaque triangle, c'est le maximum de crue de chaque année. Et on regarde l'évolution dans le temps depuis les années 50. Et on s'aperçoit qu'effectivement, il y a une augmentation très significative de débit de crue maximum annuel. Et si on regarde ça donc, sur le fleuve Sénégal, on s'aperçoit qu'il y a un comportement général qui est un petit peu plus différent. C'est-à-dire qu'il y a une diminution des débits jusque dans les années 80, des débits de pointe, et on a une augmentation très forte à partir du milieu des années 80 pour atteindre des niveaux de crue qui n'ont jamais été atteints dans les séries hydrologiques qu'on a pu acquérir depuis les années 50. Donc il y a une tendance à la hausse des crues qui est claire sur au moins ces deux grands fleuves de la sous-région. Et les questions sous-jacentes sont bien sûr à quoi c'est dû. Donc, quelles sont les causes? Alors ça peut avoir éventuellement deux origines, changement d'occupation du sol et d'usage des sols. Alors là, on a aussi des indications assez claires que je ne vais pas trop détailler ici sur le fait qu'il y a eu beaucoup de dégradation des sols liées à plusieurs facteurs. D'une part, l'intensification agricole et le fait qu'on a fortement déboisé ou plutôt fortement étendu les zones agricoles, parfois aux dépens de la végétation naturelle. Et puis la sécheresse a aussi eu des impacts forts sur la végétation et sur les propriétés hydrodynamiques des sols qui sont devenus plus ruisselants et donc ont amené pour une même pluie à avoir des débits plus élevés. Donc ça, c'est des éléments clairs qui sont déjà bien admis dans la littérature. Et puis si on considère les changements des précipitations, et en particulier les plus extrêmes, bah là, on a finalement assez peu d'informations. Donc ça a été au cours je dirais, des 5-6 dernières années, un des gros champs de recherche pour avancer sur ces questions. Donc quelle tendance sur les pluies? Alors, il y a une approche qu'on a adoptée depuis quelques années, c'est de vraiment considérer la pluie à l'échelle spécifique des orages de mousson. C'est-à-dire qu'on ne va pas juste se contenter de regarder la pluie à des échelles larges, mais vraiment considérer les orages. Pourquoi les orages? Déjà parce que pendant la mousson, la pluie est expliquée à 90% par ces orages. Une saison des pluies, c'est en gros 40 à 50 orages qui se succèdent. Et puis surtout, la fréquence de ces orages, leur taille et leur intensité, c'est la signature des processus de mousson et éventuellement de la modification de ces processus de mousson. Et par ailleurs, c'est à cette échelle
que se fait la réponse des systèmes hydrologiques. Donc la fréquence et l'intensité de ces systèmes influencent fortement la réponse des hydrosystèmes sur cette région. Donc, on a commencé à regarder ça en essayant de collecter un peu de données grâce à la coopération des services météorologiques nationaux. Donc, on a regardé ici le nombre, dans un premier temps, des jours pluvieux sur 3 fenêtres, donc sur le Sahel ouest, central, et puis Sahel est, on va dire, donc avec 3 couleurs différentes, et notamment pour voir s'il y avait des différences entre les régions. Ce dont on s'aperçoit, et on peut regarder simplement à l'échelle de l'ensemble de la région, qui sera la courbe en pointillé, on s'aperçoit que finalement, depuis les années 80, le niveau, donc on voit qu'il y a une décroissance pendant la sécheresse du nombre des jours pluvieux, qui est très significative, mais que dans les années 90 et 2000, jusqu'à 2010, finalement, le nombre d'événements pluvieux, et donc d'orages, est relativement stable et à un niveau qui est proche des niveaux minimums atteints pendant la sécheresse. C'est-à-dire que si on considère simplement l'occurrence, le nombre de jours pluvieux, on est quasiment dans des conditions qui ressemblent à celles de la sécheresse. Alors, avec quelques différences entre les régions, mais c'est globalement quelque chose qui ressort fortement sur la région sahélienne. Maintenant, si on regarde l'intensité de ces jours pluvieux, on s'aperçoit qu'il y a une tendance très significative à la hausse, une forte augmentation. Depuis les années 70 à 80, en fonction des régions qu'on considère, en fonction qu'on soit dans le Sahel central ou dans le Sahel ouest, avec une augmentation qui peut atteindre des niveaux jamais atteints depuis les années 50. Donc on est vraiment dans quelque chose de nouveau, quelque part une nouvelle ère climatique. Alors on a essayé de trouver les raisons de cette augmentation. On a continué à regarder les pluies, en particulier les plus extrêmes. Et on a regardé ça avec donc les collègues du projet AMA 2050, notamment en Angleterre, qui ont analysé des données satellites et ont regardé la tendance des événements les plus intenses avec ces données satellites et ont remarqué qu'il y avait un triplement de leur fréquence depuis 30 ans. C'est ce que montre cette carte. C'est un signal régional et c'est un signal unique en Afrique. Donc les questions qui étaient associées, c'était pourquoi ils sont plus intenses. Et en fait, on s'est aperçu que les systèmes nuageux étaient beaucoup plus étendus verticalement, c'est-à-dire que les orages étaient plus intenses parce que les processus atmosphériques les rendaient plus hauts en taille, et ce qui amenait à avoir une plus forte intensité des précipitations. Et il a été vu dans cette étude que les causes de cette extension verticale des orages étaient à trouver dans le réchauffement du Sahara. En fait, le Sahara se réchauffe plus que toutes les régions alentours, et donc en se réchauffant plus, on a une augmentation ce qu'on appelle le gradient thermique, c'est-à-dire un très fort réchauffement par rapport au sud du Sahel, et ça favorise l'extension des orages et donc leur intensité. Alors ça a beaucoup de résonance, hein. C'est un article qui a été publié dans la revue Nature parce que l'intensification était énorme, et puis la prise en compte de ces mécanismes montre que c'est lié au réchauffement global, très probablement, puisque le réchauffement du Sahara est très directement en lien avec le réchauffement global. Alors ça pose la question du futur. Et si on regarde justement le gradient thermique, donc lié au réchauffement du Sahara dans le futur, c'est quelque chose qui est assez robuste dans les modèles de climat. Et on s'aperçoit qu'il est en augmentation dans plusieurs scénarios d'émissions de gaz à effet de serre. Et donc, ça amène à supposer que cette tendance, elle a de grandes chances de se poursuivre, au moins dans les décennies à venir. Donc, si on fait un rapide bilan, il y a une augmentation significative des crues depuis plus de 30 ans, expliquée par plusieurs facteurs liés à la dégradation des sols et une augmentation significative des précipitations extrêmes, sans pour autant modifier le risque de séquences sèches. Et puis, cette tendance, elle risque de se poursuivre dans les années à venir. Alors ça a des conséquences directes sur la gestion structurelle des risques. Alors je vais revenir, même si ça a déjà été défini, sur ce qu'on entend par gestion structurelle. C'est donc l'ensemble des ouvrages et des pratiques d'aménagement qui sont utilisés pour atténuer les risques d'inondation. Typiquement pour les inondations, on a des barrages où on a des processus d'aménagement, de réhabilitation des sols qui peuvent atténuer le risque d'inondation. Donc je montre une carte ici, soit des projets en cours de barrages en Afrique de l'Ouest, soit des projets qui vont être réalisés ou peuvent être réalisés. On s'aperçoit qu'il y a de toute façon un potentiel énorme pour ces barrages, qui peuvent être pour de la ressource, mais aussi pour
l'hydroélectricité, mais également pour contribuer à la protection du risque inondation. Et c'est également vrai pour la réhabilitation des sols. Il y a énormément d'initiatives qui sont faites à l'heure actuelle de pratiques d'aménagement des versants pour mieux collecter l'eau ou pour réhabiliter la végétation et qui peuvent éventuellement aussi servir donc à diminuer la capacité de ruissellement des sols et donc de réduire l'aléa hydrologique. La question, quand on voit l'environnement qui change tel qu'on le voit changer à l'heure actuelle, c'est vraiment de savoir si les ouvrages tels qu'ils sont bâtis à l'heure actuelle peuvent réellement jouer leur rôle et peuvent jouer leur rôle dans le futur. Donc, je reviens pour argumenter un petit peu sur ces questions, sur ce que je vous ai montré précédemment sur l'augmentation des pics annuels de crue. En fait, on est capable de traduire ça un petit peu en langage d'ingénieur hydrologique. Les ingénieurs aiment beaucoup travailler avec la notion de crue de temps de retour, T ans, ça peut être 10 ans, 100 ans. Ce langage hydrologique et ingénierie hydrologique signifie que, en fait, on cherche à dimensionner certains ouvrages par rapport à la crue de temps de retour 10 ans, c'est-à-dire c'est celle qui a une chance sur 10 d'être dépassée chaque année. Et si on regarde, par exemple, cette évolution de la crue de temps de retour 10 ans, on s'aperçoit que sa magnitude, son intensité a largement augmenté au cours des dernières décennies. Et donc, c'est assez intéressant parce que si on regarde les modes de dimensionnement qui sont utilisés en Afrique de l'Ouest à l'heure actuelle, ils reposent en grande partie sur des normes hydrologiques et des rapports qui ont été faits dans les années 90 à partir de données de bassins expérimentaux qui ont été équipés pendant les années 60 et 70. Donc ça veut dire que les normes qui sont utilisées encore à l'heure actuelle et qui ont été utilisées dans le passé pour bâtir certains ouvrages hydrauliques, on s'aperçoit qu'elles sont plus du tout à jour et ça explique qu'il y a une énorme vulnérabilité des ouvrages à l'heure actuelle puisqu'on est dans des conditions hydrauliques et hydrologiques complètement différentes. Donc il y a des forts impacts sur les ouvrages qui sont plus du tout adaptés. Et puis ça pose vraiment la question du dimensionnement des ouvrages à l'heure actuelle qui ne répondent pas du tout aux normes qu'impose maintenant cette intensification hydroclimatique dans la région. Donc il y a un appel fort à renouveler ces normes hydrologiques, notamment c'est une priorité affichée par l'UNESCO et le Programme hydrologique international. Et on commence à travailler sur ces questions dans le cadre du projet AMA 2050, en collaboration avec d'autres initiatives scientifiques comme le programme AMA-Catch. Et plusieurs initiatives dans différents pays de la sous-région ont déjà été initiées, au Sénégal avec l'ANACIM, au Burkina Faso avec la ville de Ouagadougou et la municipalité, et puis au Niger, ou de façon un peu plus large avec l'autorité du bassin du fleuve Niger. L'idée étant d'interagir avec les acteurs de la gestion hydraulique et hydrologique pour pouvoir définir avec eux quels sont les outils d'aide à la décision qui leur seraient utiles pour justement aider au dimensionnement des ouvrages ou fournir des services climatiques. Donc on a différents outils qui ont été définis, des cartes d'aléas pluviométriques, des courbes intensité, durée, fréquence ou des cartes d'aléas d'inondation qui sont des outils pour l'ingénierie. Et donc c'est important de signaler que ces outils-là ont été actualisés à la période récente à partir d'observations in situ de long terme. Donc c'est vraiment important d'avoir de l'observation pour pouvoir bâtir ces outils. Et on y a mis vraiment toutes les connaissances scientifiques qu'on avait à l'heure actuelle pour pouvoir les mettre en place. La question qui se pose, bien sûr, c'est de savoir comment ces outils peuvent évoluer en 2050, puisque c'est un peu à cet horizon qu'on va définir les aménagements futurs, et voir à plus long terme, à l'horizon de la fin du siècle. Et donc là aussi, on essaye dans le programme AMA 2050 de pouvoir répondre à ces questions en mettant en place des chaînes de modélisation qui vont du climat à l'hydrologie jusqu'à l'outil d'aide à la décision et donc au service climatique. Et on voit ici qu'on prend en compte ce que Ousmane a présenté tout à l'heure, c'est-à-dire l'emboîtement d'échelle entre les informations que peuvent fournir les modèles de climat globaux, mais qui ont encore d'énormes difficultés à fournir des scénarios robustes pour la pluie. Il y a beaucoup d'incertitudes, mais ils donnent beaucoup d'éléments sur les structures atmosphériques qui peuvent être transcrites dans des modèles de climat régionaux. Il y a en particulier un modèle de climat régional implémenté dans AMA 2050 qui s'appelle CP4 Africa et qui montre des très bonnes performances pour justement avoir des scénarios pluviométriques. Et puis, on utilise également des générateurs stochastiques de pluie qui permettent d'élaborer des scénarios exactement aux échelles des nécessités pour
l'hydrologie. Et donc ça permet d'avoir des indications pour l'aléa hydrologique au niveau des pluies extrêmes et d'en déduire un certain nombre d'outils de la décision, des cartes d'aléa ou des courbes intensité durée-fréquence. Et également, quand ils sont associés à des modèles hydrologiques, d'avoir des informations sur les crues extrêmes et définir des cartes d'aléa d'inondation. Donc, juste pour conclure, on a une vulnérabilité régionale qui est indéniable aux inondations, avec une accentuation en cours et qui va continuer dans le futur. Elle est à la fois liée au fait qu'on a une exposition au risque qui est en forte augmentation, mais également liée à une augmentation de l'aléa hydrologique. Donc, il y a quelques recommandations associées autour de la nécessité de prendre en compte cette évolution dans les pratiques de gestion du risque inondation. Donc, de bien définir avec les acteurs concernés quels sont les outils de la décision et comment on peut les adapter à un environnement en mutation. Et puis, ça nécessite de toujours développer ces outils avec les technologies scientifiques adaptées. Et puis, un dernier message important, c'est que même si on avance technologiquement à partir des modèles de climat, qu'ils soient globaux ou régionaux, il y a encore beaucoup d'incertitudes. Et il reste vraiment important de continuer à observer les changements en cours et donc de pouvoir bénéficier d'observatoires à l'échelle de la région et de données in situ qui sont pour l'heure encore les seuls capables de vraiment nous informer sur les trajectoires en cours environnementales sur la région. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Théo pour la présentation vraiment très informative de tous les travaux de AMA 2050 et surtout les fins détails des différents modèles utilisés et des résultats aussi. Donc merci tout le monde d'être encore connecté et de suivre avec intérêt que je vois cette webinaire. Je vois qu'il y a quand même pas mal de questions pour les trois présentations. Donc, comme promis, je vais en choisir 3 et les poser aux différents intervenants. Et puis après, je vais vous demander de répondre brièvement. On a encore 12 minutes en fait pour conclure ce webinaire. Donc, vraiment, si vous pouvez répondre dans 1 minute maximum, ça serait très efficace comme ça, et comme ça on peut clôturer à temps. Je vais revenir après donc je vais les poser dans l'ordre de présentation. Donc je vais d'abord poser une question à Dr. Adama Faye, puis après à Dr. Ousmane Ndiaye, et puis finalement à Dr. Théo Michel. Après je vais revenir pour vous tous remercier et rappeler pour le prochain webinaire et des autres petits messages. Ok, Adama, donc il y a une question par rapport à le schéma et le concept de vulnérabilité, les différentes chaînes d'impact que tu as présentées. Donc, une des questions qui revient plusieurs fois, c'est une question sur la résilience. Donc, où est-ce qu'on place, où est-ce qu'on situe la résilience dans l'approche de vulnérabilité, dans une chaîne d'impact et dans les schémas que tu as présentés. Par exemple, quelle est la différence entre l'adaptation et la résilience? Ok, bonjour tout le monde. Oui, je pense que sur la chaîne d'impact, on n'a pas la résilience. Donc, cette chaîne d'impact, c'est par rapport aux différents composants de la vulnérabilité. Mais il faut savoir que la résilience est décrite comme, par exemple, les voies de développement durable des systèmes socio-écologiques. Donc, on peut le mettre dans la partie capacité d'adaptation, la partie où on va essayer quand même de s'adapter aux conditions climatiques. Mais dans cette composante, dans cette chaîne d'impact du moins, il n'y a pas un focus sur la résilience. C'est beaucoup plus sur les composantes directes liées à la vulnérabilité. Mais on peut le mettre dans la partie capacité d'adaptation. Ok. Merci beaucoup, Adama. Docteur Ndiaye, je vais vous poser 2 questions liées. Il ressort donc des participants à cet webinaire.
Pourquoi est-ce que l'Afrique n'a pas de modèle climatique propre à elle? Donc, vous avez aussi présenté plusieurs modèles et aussi l'intérêt d'avoir les ensembles multimodèles pour les projections climatiques. Donc, une des questions était pourquoi il n'y a pas un modèle Afrique qui participe, par exemple, dans le CIMIC 5, les exercices globaux de modélisation climatique. Puis, une autre question liée à ça, on dit aussi que la modélisation du changement climatique au niveau, par exemple, national, se confronte, mais aussi pour les régions comme l'Afrique de l'Ouest, à une manque de données historiques. Et quelle approche est utilisée pour contourner cette contrainte majeure? Merci beaucoup. Donc, très rapidement, il y a deux questions. Sur l'approche multimodèle, il a vu qu'il n'y a pas de modèle africain. Pourquoi manque de modèle africain? Ensuite, sur le passé, des fois, il y a des manques de données, surtout en Afrique. Ça, c'est une réalité. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Pour le manque de modèle africain, l'Afrique du Sud a un modèle, n'est-ce pas, qu'il utilise. Mais dans le GIEC, on met des conditions très strictes pour qu'un modèle puisse être homologué, entre guillemets. Donc, ils mettent des conditions pour que ceux qui participent à ces modèles-là puissent avoir le modèle qu'il faut, qui remplisse toutes les conditions. Quand je parle des conditions, ce n'est pas seulement scientifique, mais qu'un modèle puisse faire tourner sur de longues périodes, parce que les océanographes ont besoin des modèles des fois qui tournent sur de longues périodes, etc. Et là, les Africains n'ont pas ces ressources-là. Mais d'une manière générale, c'est lié aussi à la science du climat qui est beaucoup plus développée sur les pays dits développés que les pays africains de manière générale. C'est ça, parce que la modélisation demande beaucoup de moyens. C'est des grosses équipes qui font ça. Ce n'est pas un individu, c'est une équipe. Une équipe des informaticiens, des experts en climat, des experts en post-processing, etc. Et les Africains n'ont pas encore atteint ce niveau-là. Mais ils ont essayé, il y a le centre AGMAD qui essaie de développer un modèle actuellement pour toute l'Afrique, etc. Donc, oui, je reviens, oui. Oui. Donc, qui est en train de développer un modèle. Et je pense que donc il y aura bientôt un modèle africain. Donc, l'Afrique du Sud en a, mais ce modèle n'est pas homologué. Donc, c'est ça pour répondre à la question. L'autre, le manque de données, effectivement, vraiment, ça, c'est un problème réel. En tant que météo, je le sais, il y a des stations qui ne fonctionnent plus, il y a des problèmes de données qui payent les stations. Ça, c'est un autre problème. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, on a un outil qui est très bien, qui sont les satellites. Les satellites font des mesures qu'on appelle à distance, n'est-ce pas? La télédétection. Et ces mesures à distance font des estimations aujourd'hui de plusieurs paramètres, parce que la technologie a avancé, la pluie, la température, tout ça, on a des estimations par satellite. Donc, si tu manques de donner réellement à un endroit donné pour faire des études d'impact, tu peux utiliser ces estimations-là, qui ne sont pas des mesures réelles, mais qui sont aussi des mesures estimées et qui donnent une idée, et avec quoi tu peux faire ton travail déjà. Et aujourd'hui, il y a plusieurs méthodes maintenant de combiner les données satellites et les données observées. Et là où les données observées manquent, on complète par le satellite. Donc, dans le futur, c'est vraiment les données estimées par les satellites, que ce soit des pluies, que ce soit des températures, que ce soit d'autres paramètres. Maintenant, ce qu'il faudrait en Afrique de manière générale, c'est une prise de conscience pour montrer que ces appareils de mesure-là sont importants parce que ça nous permet aussi d'asseoir notre politique de développement. Et malheureusement, le message n'est pas bien compris. Donc, je pense que j'ai répondu à ces deux questions. Excellent, merci beaucoup, Dr. Ndiaye. Donc, Dr. Théo Michel, la question que je vais sélectionner des questions posées par les participants. Donc, il y a plusieurs participants qui demandent auprès le rôle de gestion de l'espace. Vous l'avez présenté aussi dans votre présentation. Donc, quel est le rôle relatif de gestion de l'espace, gestion de territoire par rapport au risque d'inondation et comment est-ce que, par exemple, les ONG pourraient contribuer à une meilleure gestion de l'espace, que ce n'est pas seulement les autorités, mais aussi des autres acteurs dans les différents pays, dans les différentes zones concernées, est-ce qu'eux, ils peuvent jouer un rôle? Donc, merci pour cette question. Donc, il y a évidemment des actions anthropiques qui influencent les inondations. Je pense que c'est
des facteurs de vulnérabilité ou d'exposition qui sont importants. C'est-à-dire, on le voit d'ailleurs dans le traitement médiatique des crues, c'est des questions que les médias posent souvent, c'est-à-dire le fait que les canaux d'évacuation des eaux dans les villes soient souvent bouchés, qu'il n'y ait pas de ramassage régulier dans certaines villes des détritus, font que on va favoriser les inondations. Donc, c'est clairement des facteurs d'accentuation pour certains événements. Je pense qu'il ne faut pas les considérer comme des causes. Il ne faut vraiment pas oublier que la cause des inondations, c'est l'aléa, c'est les pluies. On n'a pas de fumée sans feu. Mais c'est vrai qu'il y a des facteurs d'accentuation par rapport à ces problèmes de construction ou de blocage d'eau dans le sens d'écoulement des eaux. Je pense que c'est assez important à prendre en compte, voire même majeur à prendre en compte, notamment pour les événements les plus fréquents. C'est-à-dire qu'il y a des événements qui sont relativement fréquents d'inondations dont on pourrait limiter clairement les dommages par une meilleure planification des zones urbaines et en évitant un certain nombre d'obstructions, en curant les canaux, etc. Donc ça, ce sont des modes d'action qui évidemment vont permettre d'améliorer l'écoulement des eaux et de protéger les populations et les zones à fort enjeu. Cela dit, il y a aussi des événements, je vais parler d'événements extrêmes, typiquement à Ouagadougou en 2009, pour lequel, lorsqu'il tombe 269 mm en moins d'une journée, sans vouloir être fataliste, on ne va pas pouvoir faire grand-chose grâce à des aménagements. Cela dit, ces événements sont vraiment extrêmes, donc très très rares. Donc je pense que c'est important dans les questions, notamment autour des révisions des normes hydrologiques, de bien se focaliser sur la capacité qu'on peut avoir à diminuer les effets des événements les plus fréquents. Okay. Par ailleurs, donc, est-ce que les ONG peuvent agir? Je suis tout à fait d'accord que quand on parle de décideurs et de personnes qui sont capables d'amener des propositions d'aménagement. On parle de beaucoup de structures qui peuvent être des structures opérationnelles, étatiques, mais également des ONG ou des initiatives associatives locales. Et c'est important qu'on puisse aussi travailler en collaboration avec toutes ces initiatives pour définir des outils de la décision. Et clairement, il y a beaucoup d'initiatives issues des ONG par rapport à la réhabilitation des sols. Et donc, il y a une tendance à se réapproprier les terroirs, les terres de façon locale qui, de toute façon, dans la mesure où elles sont positives pour l'agriculture et la végétation, sont de toute façon très positives. La question sur les inondations et leur impact, on ne le connaît pas encore. C'est-à-dire qu'on ne sait pas si ces initiatives, qui peuvent être à des échelles locales ou à des échelles régionales, par exemple les initiatives de Grande Muraille Verte, on n'est pas encore à savoir scientifiquement si ça peut avoir un impact sur le cycle hydrologique. Donc, c'est vraiment des questions. Excellent. Merci beaucoup pour toutes vos réponses très pointues et très claires sur les 3 questions posées. On est donc à 2 minutes du fin de ce webinaire numéro 7 dans une série de 10. Je voudrais remercier tous les présentateurs, donc les 3 présentateurs qui étaient avec nous aujourd'hui et qui nous ont enrichis avec toutes leurs connaissances et expériences sur les différentes thématiques qu'on a couvertes aujourd'hui. Merci, un grand merci à vous 3 pour vos beaux présentations et toutes les explications. Je voulais aussi remercier tous les participants qui ont suivi attentivement le webinaire et qui ont donc aussi posé pas mal de questions qu'on va partager maintenant avec les 3 présentateurs. Je voudrais aussi vous tous rappeler que ce webinaire est donc dans une série de webinaires, donc je viens de le dire, c'est le webinaire numéro 7, et que vous auriez la possibilité d'obtenir un certificat pour avoir suivi ce série de webinaires à partir de plus de 90
pourcentage d'assistance au webinaire dans la série. Comme annoncé au début du webinaire, donc ce webinaire se déroule en 2 modules. Aujourd'hui, on a eu la première module. La deuxième module aura lieu le jeudi prochain à la même heure. Donc, on va vous partager et tous vous inviter d'ici à la fin de la semaine pour vous enregistrer et pour aussi assister à la prochaine module de ce webinaire. D'accord. Alors, il me reste juste pour vous souhaiter tous une bonne après-midi ou soirée. Et merci beaucoup pour tous être là, tous les 415 personnes, je crois qu'on a eu à un moment donné aujourd'hui avec nous. Bonne soirée à tous et à la semaine prochaine. Je me sens un peu comme si c'est un programme de radio, quoi. Le pire, c'est